Sur la situation, je pense que nous assistons à une faillite idéologique majeure du capitalisme néolibéral. Toutes ces lacunes fondamentales ont été mises à nu, à commencer par son incapacité à organiser la société de manière à répondre aux besoins fondamentaux de l'humanité. Réduction des dépenses publiques, démantèlement de l'État-providence, abandon de la recherche fondamentale, délocalisation à tout va, domination du court-termisme, du zéro stock et du profit maximum. Face au Covid-19, on peut dire que le capitalisme néolibéral a tout faux. Nous découvrons aussi à quel point tout se tient. La dégradation de la planète, la multiplication et la propagation des pandémies et l'aggravation des inégalités. À quel point toutes les lacunes du capitalisme sont au cœur de toutes ces crises et font obstacle à leur résolution. Il apparaît clairement maintenant que justice sociale, santé publique et préservation de l'environnement ont les mêmes exigences. Nous voyons aussi ce capitalisme si prompt à dénoncer l'intervention de l'État dans ses affaires, faire une nouvelle fois appel à lui pour pallier ses carences. Mais ce n'est que l'habituelle externalisation des coûts du désastre, si caractéristique de ce système parasitaire, et non un retour à la raison, même temporaire. Imprévoyance, mensonge, dissimulation, cafouillage, c'est ainsi que nous devons subir la gestion calamiteuse de cette crise par le gouvernement. Au-delà d'un amateurisme effarant, anxiogène, je pense qu'il faut retenir deux choses. Il y a d'abord le maintien obstiné, thatchérien même, d'une politique de restriction des dépenses sociales de l'État. Une politique à qui on doit déjà le délabrement de notre système de santé et qui refuse aujourd'hui de mettre en œuvre un véritable plan de lutte contre la pandémie avec tous les moyens que cela suppose. Il y a ensuite une volonté chez ce gouvernement de tout faire pour impacter le moins possible l'économie, c'est-à-dire en fait les grandes entreprises. Ce gouvernement a d'abord fait traîner les choses pendant 2 mois en minimisant le danger. Il a ensuite imposé une loi d'urgence qui permet notamment aux entreprises d'augmenter fortement le temps de travail jusqu'à la fin de l'année. Il est même intervenu ouvertement pour entraver l'exercice du droit de retrait des salariés, en particulier dans le BTP, chez nous, chez Vinci, on l'a vu passer, et empêcher les inspecteurs du travail d'effectuer des contrôles. Et maintenant, alors même que les conditions de sécurité ne sont pas, enfin, sont toujours absentes, voire même impossibles sur la plupart des lieux de travail ou dans les transports en commun, le voici qui décrète un confinement hasardeux et qui exerce un chantage assez abject sur les parents de jeunes enfants pour inciter à une reprise du travail générale et rapide. Au total, c'est le mythe de l'État protecteur qui cède la place au cynisme d'un État garant avant tout des intérêts des classes dominantes. C'est une vieille vérité que 2 ou 3 décennies dites glorieuses avaient pu faire oublier. Défaire méthodiquement le programme du CNR, c'était l'objectif qu'avait donné Denis Kessler, le célèbre assureur, en 2007, l'objectif qu'il avait donné aux réformes néolibérales. Ces gens-là n'ont de cesse depuis 40 ans de vouloir nous ramener en arrière, avant 1945 et même avant 1936, dans un monde sans sécurité sociale où régnaient les assureurs privés et les assurances et les retraites par capitalisation. Un monde qui avait fait faillite lors de la Grande Dépression des années 1930, ruinant les populations et menant à la Seconde Guerre mondiale. C'est parce qu'on essaye de nous imposer aujourd'hui un retour à ce monde dont nos aïeux de 1944 ne voulaient déjà plus, que le programme du CNR redevient actuel. Nous voyons à notre tour à quels désastres sociaux et maintenant sanitaires une telle régression nous mène. Solidarité, justice sociale, indépendance à l'égard des puissances d'argent, les idéaux du CNR nous parlent.
Ces ambitions, tantôt inaccomplies, tantôt dénaturées, tantôt taillées en pièces, peuvent encore nous inspirer. Mais nous voyons aussi ce que nos aïeux ne voyaient pas encore. Le suicide écologique entamé par la société productiviste des Trente Glorieuses, l'étatisation de pans entiers de l'économie qui a donné à l'État stratège et à ses hauts fonctionnaires le pouvoir exorbitant de décider seul de l'intérêt général, avant de tout brader au privé. C'est pourquoi une réappropriation du programme du CNR est nécessaire, mais aussi son dépassement en fonction des caractéristiques du capitalisme d'aujourd'hui et de l'expérience accumulée depuis 3 générations. Nous retrouverons les jours heureux, a osé dire le président Macron le 13 avril, en faisant allusion au titre magnifique donné par le CNR à son programme. C'est possible, mais ce sera contre lui, et non pas dans la concorde comme il le prétend. Lui qui, depuis 3 ans, n'a cessé de brutaliser toutes celles et ceux qui se sont opposés à sa politique de casse sociale et de reniement environnementaux. Ça, c'est la question la plus difficile. Quelles mesures à prendre et quel jour d'après? Donc, il y a effectivement de nombreuses organisations qui se livrent aujourd'hui à cet exercice. Il y a d'abord des mesures à prendre pour faire face à l'urgence sociale, économique et sanitaire. Quand je dis économique, je pense à l'économie des personnes. Il y a ensuite des ruptures à opérer pour réorienter le système vers une société capable enfin de répondre durablement aux besoins des populations et à la crise écologique. Je n'en ferai pas l'inventaire. L'essentiel pour moi passe par une socialisation effective des secteurs clés assurés par les salariés et les usagers eux-mêmes et elles-mêmes. Par le financement immédiat des emplois liés à la transition écologique et par l'instauration d'une sécurité sociale professionnelle pour toutes et tous, de manière à protéger les salariés des secteurs concernés par toutes ces restructurations. De son côté, le patronat prépare déjà son monde d'après. Il brandit la menace de l'effondrement pour nous faire travailler plus, pour supprimer des milieux d'emploi, pour demander ouvertement d'être affranchi de sa responsabilité pénale devant la pandémie sur les lieux de travail et de toute norme sociale ou écologique. Oui, le monde d'après risque bien d'être une reprise du monde d'avant, mais en pire. Une course de vitesse est engagée. La contradiction est encore vive entre les impératifs de santé publique et la volonté capitaliste de redémarrer ce que le MEDEF appelle la machine économique. Une machine aveugle et sourde qui nous dévorera toutes et tous et la planète avec. Il nous revient de mettre à profit cette période d'incertitude pour inverser la stratégie du choc. Comment y parvenir? Il va falloir exproprier de puissants actionnaires. Il va falloir rompre des traités. Une mutation aussi radicale ne se fera pas toute seule, mais contre les puissances d'argent. C'est le CNR. Ces dernières années ont été marquées en France et dans le monde par des mobilisations de grande ampleur, avec quelques victoires, mais aussi beaucoup d'échecs répétés. Il faut en tirer les leçons. Il ne s'agit plus de réclamer, mais d'imposer. Il ne s'agit plus de refuser, mais d'empêcher, par tous les moyens. Il va falloir aussi lutter contre le désir d'un État tout-puissant, antichambre du fascisme, que favorise l'impéritie du gouvernement, et ce, en soutenant les initiatives solidaires, auto-organisées, qui naissent déjà dans les quartiers et les campagnes. N'attendons pas 2022. C'est maintenant qu'il faut construire un large mouvement populaire, désobéissant, déterminé et solidaire. Un mouvement qui rassemble en dehors des partis politiques toutes les parties prenantes de ce combat pour un jour d'après qui ne soit pas comme les autres. Regroupons-nous en tout lieu
pour organiser la convergence de nos luttes, en veillant à ne pas hiérarchiser leurs objectifs ni opposer leur mode d'action. Ensemble, par-delà les frontières, nous pouvons vaincre un système d'autant plus agressif et dangereux qu'il est à bout de souffle.